Je pense que nous allons commencer cette leçon. Donc, cher François Héran, vous êtes là, oui. Pierre Rosanvallon va dans quelques instants décliner toutes les excellentes raisons qui ont amené l'Assemblée des professeurs à vous élire sur la chaire Migrations et sociétés. Le colloque de rentrée 2016, Migration, réfugiés, exil, avait permis d'écouter, avec votre communication de la crise des migrants à la crise de l'Europe, approche démographique des politiques migratoires et des politiques d'accueil, de vous écouter. Beaucoup ici qui ont partagé ce privilège s'en souviennent probablement. Vous y avez rappelé qu'au-delà de son évidente universalité historique, le phénomène migratoire revêt une grande diversité de formes et que le terme générique de migrant recouvre en réalité une considérable nombre de situations. Conditions économiques, situations géopolitiques, persécutions religieuses ou ethniques, changements climatiques, simple envie de bouger, fantasme des racines qu'il faudrait retrouver, autant de stimuli qui poussent à la migration quand ce n'est pas à l'errance. Je ne parle là que des migrations internationales et non de celles qui ont cours aussi à l'intérieur des frontières et auxquelles vous avez consacré votre thèse d'anthropologie en Andalousie, je crois. Cette hétérogénéité des motifs et des situations s'enrichit de celle des distinctions entre nations, celles dont l'accueil fait partie de leur tradition, voire a fourni un élément essentiel de leur constitution, c'est plutôt le cas de la France, et celles pour qui il s'agit d'une exception dictée par les situations d'urgence, on penserait alors plutôt à l'Allemagne. Bref, ce qui apparaît comme absolument nécessaire aujourd'hui, au-delà des mobilisations politiques ou humanitaires, est une approche scientifique qui établisse des faits à partir desquels on puisse raisonner sur un phénomène complexe, loin des fantasmes, qui, nés de l'ignorance ou de la mauvaise foi, donnent lieu à toutes les possibilités de manipulation idéologique. Le phénomène migratoire n'est pas nouveau, et son amplitude, comme les formes qu'il prend, peuvent varier selon les époques et selon les régions du monde. Mais les replis inhospitaliers ne sont de l'intérêt ni de ceux qui se déplacent, ni de ceux qui reçoivent, sans oublier que celui qui reçoit aujourd'hui est parfois l'accueilli d'hier, et que nul ne peut croire sa sédentarité garantie pour toujours, pour autant qu'il la désire. On le saisit alors facilement. Analyser ces phénomènes permet de comprendre ce que nous sommes et nous préparer à ce qui vient. Cela est urgent et exige un savoir multiple. Le Collège de France est donc heureux d'accueillir ce soir un philosophe, un anthropologue et un démographe, un pratiquant de 3 disciplines essentielles à la maîtrise intellectuelle d'un phénomène qui, depuis que Sapiens a quitté l'Afrique, est constitutif de l'aventure humaine. Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue au Collège de France. Élève à l'ENS de la rue d'Ulm, François Héran a été reçu en 1975 à l'agrégation de philosophie. Mais comme d'autres dans sa génération, dont certains sont maintenant ici ses collègues, il a fait le choix d'orienter sa vie de chercheur dans la direction des sciences sociales. Ce sera d'abord pour lui l'anthropologie. Sa thèse de 3e cycle sera ainsi consacrée à terre et parenté en Andalousie. Après ce travail sur la bourgeoisie agraire de la région de Séville, il se rendra sur les hauts plateaux des Andes boliviennes pour y étudier l'impact des réformes agraires alors en cours. À son retour en France, en 1980, il sera recruté à l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Mis à la disposition de l'INSEE presque immédiatement pour y œuvrer au sein de la division conditions de vie, il réorientera alors ses recherches dans une direction plus sociologique. Cette période sera aussi pour lui celle d'une formation très approfondie à la statistique et aussi aux techniques de la démographie. Ces nouvelles compétences seront reconnues par sa nomination au poste de chef de la division des enquêtes et études démographiques de l'INSEE, poste qu'il occupera pendant 5 ans, de 1993 à 1998, avant de retourner dans son institution mère, l'INED. Il en deviendra 1 an plus tard le directeur, fonction qu'il exercera pendant plus de 10 ans,
jusqu'en 2009. C'est en son sein qu'il y mènera toutes ses recherches ultérieures jusqu'à sa nomination au Collège de France à l'automne 2017. Ce très bref rappel de la carrière de François Héran fait mal apercevoir ce qui le caractérise intellectuellement, le fait d'être un chercheur en sciences sociales au sens le plus fort et le plus large du terme. Il n'est pas passé d'une discipline à l'autre, mais il a exploré et approfondi une compréhension globale du monde social qui lui a fait traverser en permanence les frontières disciplinaires. 30 ans après ses premiers pas d'anthropologue, il a ainsi publié en 2009 un maître-livre dialoguant avec Lévi-Strauss et Granet, Figures de la parenté, une histoire critique de la raison structurale. Mais il a aussi été parallèlement un des piliers au long cours de la Revue française de sociologie. Et il a écrit des articles sur l'assise statistique de la sociologie ou la notion d'habitus qui ont fait référence. Patron de l'INED, il a ouvert l'institution à la démarche des historiens comme à celle des économistes. Cette attention à la pluridisciplinarité s'est traduite chez lui par la production de très nombreux articles consacrés à la méthodologie et à l'histoire critique des sciences sociales. Mais il a en même temps toujours œuvré inlassablement là où il se trouvait pour établir des bases de données chiffrées toujours plus rigoureuses et toujours plus pertinentes. C'est avec cette exigence qu'il a contribué à refondre dans le cadre de l'INED les bases de données majeures sur les trajectoires des migrants. Cette question des migrants ayant été ainsi mise depuis une vingtaine d'années au cœur de ses travaux dans une perspective pluridisciplinaire. Dans un domaine submergé par les passions et les préjugés, terrain pionnier de l'éclosion de ce que l'on appelle maintenant les faits alternatifs ou la post-vérité, il a toujours résolument œuvré à la tête de l'INED pour, je le cite, « porter plus loin le regard et essayer de faire en sorte que l'on prenne en compte au premier chef les données démographiques de base et les grandes lames de fond qui définissent la dynamique des populations. » Il a ainsi publié des ouvrages de référence pour aider à ce que les faits se substituent aux fantasmes dans ce domaine. Il a aussi joué un rôle scientifique décisif pour mettre le doigt sur l'inanité de certaines politiques publiques quand elles étaient décidées et mises en œuvre sous la pression d'idées reçues. Son arrivée au Collège de France coïncide avec la mise sur pied, sous sa responsabilité, d'un grand institut scientifique des migrations qui coordonnera les travaux de plus de 200 chercheurs dans toutes les disciplines. Avec lui, nous pouvons sûrement l'espérer, le travail savant pourra ainsi se mettre au service de la citoyenneté plus éclairée que ces grandes questions appellent pour résister à la tentation si forte des gouffres. Je laisse la parole à François Héran. Monsieur l'administrateur, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, en décidant en mars 2017 de créer une chaire Migration et Société, l'Assemblée des professeurs du Collège de France a accompli un geste fort. Vous n'avez pas seulement accueilli dans ces murs l'étude scientifique des migrations, vous avez intégré le fait que les migrations, au-delà des épisodes spectaculaires qui polarisent l'attention et soulèvent les passions, sont une composante ordinaire de la dynamique des sociétés. J'ouvrirai cette leçon par l'évocation cursive de 4 professeurs du Collège de France qui ont frayé des voies en démographie sociale et pour certains dans l'approche des migrations. En remontant le temps, Alfred Sauvy, Louis Chevalier, Robert Montagne, Maurice Halbwachs. Alfred Sauvy est le premier démographe à avoir enseigné dans ces murs, nommé en 1945 à la tête de l'INED, que j'ai eu moi-même donc le privilège de diriger. Il occupa au Collège de France une chaire de démographie sociale. En 1983, il avait invité les jeunes recrues de l'INED, dont je faisais partie, à son 85e anniversaire. Je le vois encore prendre son élan de plusieurs mètres pour souffler ses bougies. Et j'ai retenu une phrase de son allocution : « Les travailleurs immigrés cotisent pour ma retraite ». L'une de ses cibles favorites était la vision de l'emploi en quantité fixe qu'il aurait suffi de partager pour faire reculer le chômage. Jean Tirole a raison de souligner qu'une variante de ce sophisme
est la croyance selon laquelle les immigrés prennent le travail des Français. Sauvy avait une vision utilitariste des flux migratoires. Il rêvait, si l'on peut dire, d'une politique démographique des migrations, dont il a livré plusieurs versions, non pas dans ses cours du Collège de France, mais dans diverses publications que j'examinerai dans mon cours en toute liberté. Sauvy avait été introduit au Collège de France par Louis Chevalier, auteur d'un livre hors norme, Classe laborieuse et classe dangereuse à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle, éreinté par Fernand Braudel pour avoir privilégié des sources telles que les romans feuilletons, les faits divers, les rapports de police. Or, c'est ainsi que Chevalier, tout conservateur qu'il fut, réussit à camper la peur des bien-pensants face à l'invasion des barbares et des nomades surgis de lointaines contrées comme la Bretagne, l'Auvergne, la Savoie, prolétaires inassimilables, prompts au crime, visiblement d'une espèce différente, mais que Paris absorbera dans les replis de ses quartiers. Et on ne peut lire ces pages aujourd'hui sans songer à la panique qui étreint de nos jours les libellistes, s'inquiétant de l'étrangeté des migrants et rêvant d'une société homogène. Disciple de Lyautey et fondateur de l'Institut de formation des cadres en terre musulmane, Robert Montagne fut élu en 1948 sur une chaire d'histoire coloniale. Il lança des enquêtes sur les migrations qui remontaient du sud du Maroc vers les ports avant d'être happé en France par l'Union métallurgique et minière. Dans un article offert à Lucien Febvre, il livre une très fine description des filières d'entraide et de survie tissées par les travailleurs kabyles et presse les employeurs de prendre en compte la dimension familiale de leur parcours. Ces travaux nous rappellent les origines coloniales d'une large part des migrations. Si les populations du Maghreb sont si nombreuses à venir chez nous, c'est d'abord que nous nous sommes invités chez elles et de la plus rude des manières. Grande figure enfin que celle de Maurice Halbwachs, élu à la chaire de psychologie collective en mai 1944, est mort en déportation un an plus tard sans avoir pu prononcer sa leçon inaugurale. Passionné par la morphologie sociale, il avait suivi les efforts d'Alfred Lotka pour mathématiser la démographie, mais il se méfiait d'une science pure des populations, expliquant le démographique par le démographique. À ses yeux, les faits de population étaient inséparables des faits sociaux, et les migrations des représentations collectives qui font les États, en quoi Halbwachs fut un précurseur dont on peut aujourd'hui toujours se réclamer. Mais ce n'est pas le souvenir de ces pionniers qui a conduit votre Assemblée à me confier une chaire Migration et Société. Vous avez d'abord réagi à la crise européenne des réfugiés d'Orient qui tentaient au péril de leur vie de gagner l'Europe. Et alors que la France rechignait à se mobiliser, vous vous êtes associé à l'EHESS, au secrétariat d'État à la recherche, pour monter le programme national d'accueil d'urgence des scientifiques en exil, pause. Puis vous avez souhaité agir sur un autre registre, en organisant un colloque sur l'exil, avant de créer une chaire qui replace l'actualité dans la dynamique démographique et sociale. Car vous l'avez compris, si les déferlantes nous fascinent, nous devons aussi saisir les lames de fond, mesurer la pulsation ordinaire de l'océan. Pour remplir cette mission, vous avez fait appel à mes lumières. Je mesure l'honneur que vous me faites et j'admire l'audace de votre pari. Que l'Assemblée des professeurs reçoive l'expression de ma gratitude pour le surcroît de jeunesse et de travail qui m'est ainsi accordé, avec une mention spéciale pour mon mystagogue Pierre Rosanvallon. Permettez-moi aussi de voir dans votre décision un hommage aux deux institutions auxquelles j'ai longtemps lié mon sort. L'INED, fer de lance de la recherche démographique en France, à qui j'ai beaucoup donné, et l'INSEE, vaisseau amiral de la statistique publique, qui m'a beaucoup appris. J'ai une dette envers Henri Léridon, que vous avez élu à la chaire de développement durable pour l'année 2009-2010. 30 ans plus tôt, il m'avait accueilli à l'INED, dans son département, école de rigueur, havre de liberté. Je sais gré à l'unité migration internationale et minorité de l'INED d'avoir mené contre vents et marées les enquêtes Trajectoire et origine, Théo, et Migration entre l'Afrique et l'Europe, MAFE. Et je salue enfin la belle équipe qui m'entoure à la tête de l'Institut des migrations, ce projet porté par 7 établissements, hébergé par le Collège de France en attendant l'ouverture du campus Condorcet et dont le premier appel à filiation a reçu plus de 200 candidatures. Comment ne pas être touché par la présence ce soir de tant de collègues, d'amis et de proches? L'immigration est un sujet ultra sensible qui suscite d'âpres débats. Il est difficile d'en traiter sereinement car notre vision du phénomène est en proie à de multiples contradictions ou tensions, et c'est en évoquant tour à tour 4 d'entre elles
que je tracerai les orientations de ma chaire. La migration internationale affecte en profondeur les sociétés d'origine et les sociétés de destination. Alors, immigrés, migrants, immigrants, je n'ignore pas les réserves, voire l'hostilité que suscite cette terminologie, et d'abord chez les intéressés. Mon premier cours sera consacré à l'histoire critique du vocabulaire de la migration, pris entre trois usages, l'administratif, le savant et le populaire. Qu'on me permette ici de retenir la savante définition recommandée par la Division de la population des Nations Unies il y a déjà fort longtemps, les immigrés qu'un pays enregistre à un moment donné, immigrants en anglais, sont les personnes nées étrangères à l'étranger, qui ont franchi la frontière dans l'intention de s'installer pour une durée d'au moins 1 an, indépendamment de leur accès ultérieur à la nationalité du pays hôte. Cette définition réunit donc les foreigners et les foreign-born. Contrairement à une croyance tenace, la naturalisation n'efface pas la qualité d'immigré. Plus de 40% des immigrés en France ont acquis la nationalité française, mais une fois naturalisés, ils continuent de compter pour le démographe. Alors que pèse cette première génération dans la population de la France? Si l'on extrapole pour 2018 la tendance récente, 11%, soit environ 7,5 millions de personnes. La seconde génération, quant à elle, n'est pas immigrée. Elle comprend les descendants nés sur place d'un ou de 2 parents immigrés, soit 13% de la population dans le cas de la France, environ 8,5 millions de personnes. Près d'un quart de la population liée à l'immigration sur une ou deux générations, c'est beaucoup. C'est 2 fois plus que dans la France des années 30, en proie à la grande crise et à la xénophobie. On retrouve cet ordre de grandeur dans les pays de vieille immigration, 23% en Allemagne, 22% aux Pays-Bas, 26% aux États-Unis, toujours en additionnant première et seconde génération. Tirés des recensements ou des registres de population, ces chiffres dénombrent des résidents à un instant T, ce qu'on appelle le migrant stock, le stock des migrants. Il faut bien utiliser ce langage cru en démographie. L'autre approche mesure le flux annuel des nouveaux entrants. Et elle nous livre une information de taille. L'Europe, et spécialement l'Union européenne, est un grand continent d'immigration. Depuis 2014, en effet, l'Union accueille en proportion plus de migrants que les États-Unis. C'est un démenti cinglant au préjugé selon lequel certains pays seraient par nature des terres d'immigration, tandis que l'Europe le serait seulement à son corps défendant par flambée le temps d'une crise ou d'une guerre. Dans des pays comme les États-Unis, le Canada ou l'Australie, la conquête pionnière a tout fait de céder la place au repli nativiste, la seconde génération voulant verrouiller le portillon franchi par la première. Ayant acquis une mentalité d'insider, elle fait barrage aux nouveaux outsiders, jugés trop latins, trop orientaux, trop juifs, etc. En 1882 déjà, la peur du péril jaune avait conduit les États-Unis à restreindre l'immigration chinoise avant de la bannir totalement en 1888. Les nativistes américains finiront par imposer le régime discriminatoire des quotas de 1923 à 1964, une quarantaine d'années. Il consistait à ramener l'éventail des origines nationales des nouveaux entrants à celui qui prévalait 2 recensements plus tôt, en 1900, quand l'immigration était surtout anglophone et germanophone. Les quotas filtraient si bien les entrées que dans la dernière décennie de leur application, qui a été tout à fait efficace, la France recevait en proportion plus d'immigrants que les États-Unis. Si le Congrès mit fin aux quotas après l'assassinat de John Kennedy, ce n'est pas en suivant la pente naturelle d'une nation d'immigrants, c'est sous la poussée du mouvement des droits civiques. Dissipons le mythe, aucun pays n'est par nature ouvert ou fermé à la migration. La France est un pays d'immigration depuis le milieu du XIXe siècle, contrairement à ses voisins. Épuisée par les guerres de la Révolution et de l'Empire, malthusienne avant l'heure, ce qui faisait le désespoir d'Alfred Sauvy, qui en parlait beaucoup dans ses cours au Collège de France, elle enregistrait à peine plus de naissances que de décès et manquait de bras pour développer les mines, le chemin de fer, les ports, les manufactures. Le boom des naissances de 1946 à 1974 n'a pas suffi. La France est restée un pays d'immigration, tant elle manquait de bras pour assurer les tâches les plus ingrates de la reconstruction et de la croissance. Qu'en est-il des origines des immigrés dans l'Union européenne? Elles se sont diversifiées avec l'apport croissant de l'Europe centrale, de l'Asie, de l'Afrique subsaharienne, de l'Amérique latine. En France, toutefois,
la part relative du Maghreb et du reste de l'Afrique dans la population immigrée a fortement progressé à la suite du tarissement des flux espagnols et portugais. Elle est passée de 20% en 1975 à 43% en 2013, un phénomène évidemment auquel l'opinion publique est tout à fait sensible. Alors, migration de peuplement ou migration de remplacement. Dans notre pays, les immigrés qui s'installent dans la durée, les 2/3 environ, ne remplacent pas la population existante, ils s'y ajoutent, tout comme leurs enfants, et peu à peu, ils s'y mêlent. Les économistes l'ont abondamment montré, les effets de l'immigration sur le budget de l'État et la protection sociale restent neutres ou marginaux. L'immigration, avant tout, apporte du monde, elle dilate notre économie, mais elle permet aussi à nombre de natifs d'échapper aux emplois les plus durs, nettoyage, construction, travail agricole, sécurité, soins aux personnes, et de grimper dans l'échelle sociale. La part prise par les deux générations dans l'ensemble de la population est désormais telle que bien des questions reposant sur la distinction entre eux et nous deviennent absurdes. Autant il y a du sens à évaluer les dépenses de l'État ou des collectivités pour accueillir et former les nouveaux entrants, autant il est vain de vouloir chiffrer ce que l'immigration nous rapporte ou nous coûte sur plusieurs générations, comme certains essayistes ont prétendu le faire en inventant des clés de répartition budgétaire selon les origines. Quel sens y aurait-il à calculer le coût net d'un quart de la population pour les 3/4 restants ? C'est un peu comme si une fratrie de 4 personnes, dont une adoptée à l'étranger, voulait absolument chiffrer ce que cette dernière coûte aux 3 autres. Toujours sur le thème d'une présence minoritaire mais forte, je souligne de longue date un paradoxe souvent mal compris. Les migrants peuvent contribuer fortement au peuplement d'un pays sans y apporter pour autant des flux massifs. Alors que l'Allemagne a enregistré des pics d'immigration records dans les années 90 et l'Espagne et l'Italie dans les années 2000, le profil migratoire de la France reste relativement modéré et stable depuis le milieu des années 70, sauf dans la période toute récente. Le nombre de nouveaux migrants non européens admis au séjour chaque année a oscillé autour de 190 000 entre 2005 et 2014, avec une progression due aux étudiants pour l'essentiel. Il a fallu la crise de 2015-2017 pour que le chiffre grimpe à 262 000 en 2017. En proportion, cet afflux annuel représente un surcroît de population longtemps limité à 0,3%, avant de passer récemment à 0,4%, et les démographes ont coutume de dire 3 pour 1000, 4 pour 1000. Comme le rappelle l'OCDE, les flux migratoires n'ont rien de massif en France. C'est leur accumulation au fil du temps qui finit par produire un changement massif. Dans le Temps des immigrés, publié en 2007, j'ai résumé la dynamique migratoire du pays par une formule, non pas une intrusion massive, mais une infusion durable. Si l'infusion se prolonge sur des décennies, a fortiori depuis le XIXe siècle, et quand bien même un tiers environ des immigrés repartent, elle finit par modifier les origines de la population, tout en favorisant un brassage plutôt progressif au fil des générations. Alors, à dresser de tels constats, on s'expose à des réactions incrédules qui tournent vite au réquisitoire. Combien de fois n'a-t-on pas accusé les démographes officiels de minimiser sciemment l'immigration, de cultiver l'omerta des chiffres, de torturer les données au gré de leurs pulsions idéologiques, ou pire encore, de les forger à la manière d'un Lysenko. On trouve une variante de ces réactions dans un essai publié récemment dans la collection Le Débat de Gallimard. À en croire l'auteur, le calcul d'un taux d'immigration non européenne de 0,3% est sans valeur, car il rapproche un flux d'un stock et occulte le fait qu'une fois installés, les immigrés ont encore des enfants. Et d'assortir ce verdict d'une condamnation morale, les démographes effectuant de tels calculs usent d'un procédé malhonnête et font preuve de complaisance envers l'immigration. La charge est rude, mais elle rate sa cible, car les indicateurs de base de la démographie ont justement pour principe de rapporter un flux à un stock. On ne calcule pas autrement les taux de natalité, de fécondité, de nuptialité ou de mortalité. Si vous rapportez le nombre des naissances de l'année à la population au milieu d'année, vous divisez un flux par un stock et vous obtenez un taux de natalité. Les naissances de la génération suivante ne sont évidemment pas incluses dans ce calcul, elles relèvent d'une autre statistique. On serait fautif si on prenait un flux pour un stock, mais rapporter l'un à l'autre
n'a rien de malhonnête, c'est le b.a.-ba du calcul démographique. Je me pencherai, le moment venu, sur ces leçons de démographie prodiguées par des amateurs plus passionnés qu'éclairés. Elles finissent toujours par glisser de l'argument technique au procès d'intention. Il ne leur vient pas à l'idée qu'on puisse chercher à prendre la mesure objective des migrations sans être guidé par quelque intérêt caché. Alors à ce genre de suspicion, que peut-on opposer? Cette profession de foi toute simple, nous n'avons pas à être pour ou contre l'immigration. Pas plus qu'à nous prononcer pour ou contre le vieillissement ou pour ou contre l'accélération des échanges. Qu'on le veuille ou non, nous devons faire avec l'immigration tant elle est ancrée dans nos sociétés. De là le titre de l'ouvrage que j'ai publié à la découverte, Avec l'immigration. Cette neutralité engagée ne concerne pas uniquement les chercheurs. Le débat sur l'immigration gagnera en maturité si nous refusons la logique binaire du pour ou contre, de la bien-pensance versus le politiquement correct, de l'angélisme face au principe de réalité et autres tenailles rhétoriques qui tuent le débat au lieu de l'animer. Nous ne cherchons pas à minimiser les chiffres d'un côté pour les grossir de l'autre, pas plus qu'on ne nie la poussée d'un arbre en suivant ses cernes de croissance d'une saison à l'autre, on ne nie l'effet cumulatif de flux modérés sur plusieurs décennies. Mais, reconnaissons-le, un mécanisme d'accrétion produisant ses effets à terme a de quoi déconcerter le profane et requiert de la pédagogie. Deuxième tension, la migration, un mécanisme spontané, mais qui ne va pas de soi. On s'attendrait à voir les flux de migrants s'écouler des contrées pauvres vers les contrées riches, suivre les lignes de plus grande pente, des espaces surpeuplés aux espaces sous-peuplés. Mais si la mécanique des fluides détenait la clé des migrations, ne devrait-elle pas emporter la majorité de la population mondiale? Or, il n'en est rien. Ayant compilé les recensements de par le monde, l'ONU arrive à ce résultat surprenant: sur les 7,550 milliards d'habitants de la planète, 258 millions environ, vivent à l'étranger, soit 3,4% seulement de la population mondiale. On peut majorer ce chiffre à 4% pour tenir compte de la migration non déclarée, à 5% si on considère les anciens migrants revenus dans leur pays. Ce n'est qu'un ordre de grandeur, mais il est parlant. 95% de la population mondiale n'a jamais migré à l'étranger. Si la migration est un mécanisme spontané, il ne va pas de soi, comme si seule la nécessité poussait à s'arracher du sol natal. On songe au voyage de Baudelaire: faut-il partir, rester? Si tu peux rester, reste, pars s'il le faut. Pour éclairer ce mécanisme, je propose de revenir au traité fondateur d'Adam Smith, La richesse des nations, qui nous fait assister à la naissance d'une première théorie des migrations. La lecture des classiques a ceci de précieux qu'elle nous ramène au temps où les dilemmes étaient posés sobrement. Dans les îles britanniques, déplore Smith, les marchandises circulent davantage que les personnes. C'est une vérité d'expérience que l'homme est de tous les bagages le plus difficile à déplacer. La faute à la Poor Law, la loi sur les pauvres, qui interdisait aux pauvres d'aller offrir leur travail à l'extérieur. Chaque paroisse avait ses pauvres et devait les garder en leur accordant une maigre assistance. De là, des pénuries artificielles de main-d'œuvre et, comme on dirait aujourd'hui, des trappes de pauvreté, des trappes à pauvreté. Smith plaidait pour qu'on laissât les travailleurs prospecter librement le marché du travail. Il pourrait ainsi rééquilibrer les salaires entre les contrées pauvres et les contrées riches. À ses yeux, en somme, la meilleure politique migratoire était de ne pas en avoir. Smith ne privilégie ni l'origine ni la destination, mais l'écart qui les sépare. Il n'y a pas de problème de nationalisme méthodologique, comme on dit aujourd'hui. Le seul appel d'air qui vaille est la différence des espérances de gain entre les deux pôles de la migration. Nombre de chercheurs s'emploieront évidemment à calculer une différence nette, car il faut défalquer les coûts induits par de multiples facteurs: distance, transport, prise d'informations sur l'emploi et le logement, insuffisance de la formation, méconnaissance de la langue, etc., sans oublier les barrières à l'entrée. Mais pour peu que le gain soit positif, alors la migration devient intéressante. Les géographes et les économistes, de Ravenstein à Sjöstedt, en passant par Zipf, Stewart, Tinbergen, etc., commenceront par élaborer des modèles gravitaires. Comme dans la loi d'attraction universelle, ils assimilent les villes ou les pays à des corps de masse inégale qui s'arrachent mutuellement de la matière. Le nombre de migrants déplacés est proportionnel au produit des populations en présence et inversement proportionnel à leur distance.
Par la suite, ces modèles seront absorbés dans des régressions inspirées par la théorie du capital humain. Alors que devient la dimension démographique dans ces modèles? La taille des populations devient une mesure des opportunités d'emploi, pondérée par les taux de chômage. L'âge souligne la capacité à investir dans l'éducation et à acquérir de l'expérience. Et le genre va devenir de plus en plus, jusqu'à la période actuelle, une préoccupation majeure. Comment les conjoints négocient-ils la prise de décision à chaque étape du parcours? Dans quelle mesure les femmes migrent-elles pour échapper à la domination masculine? Mariage précoce, avortement sélectif des filles, excision, etc. Quel rôle jouent les courtiers informels ou spécialisés dans la migration matrimoniale? Le fait que les femmes doivent souvent passer par le canal officiel du regroupement familial est-il une entrave à leur accès au marché du travail, etc. On pourrait rallonger la liste. La notion de distance s'enrichit dans ces modèles. On l'interprète dans un premier temps comme un indicateur du coût du transport, et on découvre ensuite qu'elle a des dimensions sociales, comme la distance linguistique, culturelle, religieuse, mais que les liens frayés avec l'ancienne métropole coloniale contribuent à la raccourcir. On comprend plus tard que le coût de l'information est allégé par deux formes de capital social: la diaspora déjà en place et dorénavant les réseaux sociaux. Au total, le migrant intègre ces contraintes et sa stratégie consiste à relocaliser son capital humain pour en tirer un meilleur avantage. Encore faut-il que ce capital soit transportable d'un univers à l'autre, homologué et non discriminé. Et soit dit en passant, ces modèles, si on les conçoit bien, réconcilient Pierre Bourdieu et Raymond Boudon. Les atouts, les habitudes des migrants diffèrent selon les origines et le milieu, mais la compréhension des stratégies suppose que l'on comprenne à quoi les individus ont été sensibles dans cet univers de choix sous forte contrainte. Dûment enrichis par des variables individuelles et des variables de contexte, les nouveaux modèles révèlent le caractère sélectif des migrations. C'est un résultat sans cesse vérifié. Ce ne sont pas les plus pauvres qui migrent le plus. Michel Rocard s'imaginait que toute la misère du monde risquait de s'inviter en France si l'on y prenait garde. En réalité, seule une minorité des populations du Sud cherche à migrer au Nord, et pas la plus misérable, comme on l'a encore vu dans la répartition des exilés syriens. À la question de savoir pourquoi 95% de la population mondiale ne migre pas, on peut répondre de deux façons. En invoquant la démographie d'abord. La moyenne mondiale du taux d'expatriés, donc 3,4%, est tirée vers le bas par les pays les plus peuplés du globe, ceux qui comptent plus de 150 millions d'habitants. L'Inde et la Chine concentrent 37% de la population mondiale, mais 10% seulement des migrants internationaux. Seuls 1,2% des Indiens vivent à l'étranger et 0,7% des Chinois. Ce sont des chiffres très faibles, mais ce sont des planètes si massives qu'elles retiennent l'essentiel de leur population dans le jeu des migrations internes. Ce qui n'empêche pas les rares émigrés de former d'importantes diasporas à l'étranger, vu l'effectif initial. Il en va de même du Nigeria, du Brésil, des États-Unis, de l'Indonésie. Aucune de leurs diasporas ne dépasse 1% de la population de la mère patrie. Mais la taille n'explique pas tout, et avec 15 millions, 21 millions d'habitants, le Tchad et le Niger n'ont pas le pouvoir de rétention du Nigeria, qui en compte 191. Or, leur diaspora reste faible, moins de 2% de leur population. Comment l'expliquer? C'est que le Tchad et le Niger sont trop pauvres pour que l'émigration puisse réellement décoller. Et il faut en tenir compte quand on prétend extrapoler les migrations futures de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Les projections de l'ONU annoncent que cette région du monde, vu son taux de fécondité élevé, devrait passer de 640 millions d'habitants à l'heure actuelle à 2,1 milliards en 2050, soit de 13% à 22% de la population mondiale. Doit-on en conclure que des myriades de migrants subsahariens submergeront l'Europe d'ici là? Une équipe du Fonds monétaire international s'est penchée sur la question et elle répond par la négative. Modélisant dans un premier temps les ressorts de la migration des subsahariens vers les pays de l'OCDE, elle montre qu'ils ont les mêmes raisons de migrer que le reste du monde. C'est le même jeu de facteurs. Mais le capital humain est trop faible dans cette région du monde pour pouvoir déplacer davantage qu'une mince minorité. L'Afrique subsaharienne fait partie des régions du monde qui émigrent le moins de 2% d'immigrés, très en deçà de la région Maghreb-Moyen-Orient ou de l'Europe du Sud. Et lorsqu'elle émigre, c'est pour plus des 2 tiers dans un autre pays subsaharien.
Et si elle sort de la région, c'est alors une immigration très sélective. Dans un second temps, l'équipe du FMI applique ce jeu de facteurs aux effectifs de population considérables projetés par l'ONU pour 2050. Il en résulte bien une forte progression des migrants subsahariens dans les pays de l'OCDE. Ils passeraient de 6 millions à 34 millions, et leur part dans la population de ces pays de 0,4% à 2,4%. C'est une forte hausse, c'est une multiplication par 6, mais 2,4%, c'est encore très loin d'une invasion. Les prévisions fondées sur le seul principe des vases communicants ne sont pas oublient que la migration internationale est concurrencée par la migration régionale et par la migration interne. Et la même question se pose d'ailleurs au sujet des migrations d'origine climatique, qui ne sont pas nécessairement internationales, vaste sujet sur lequel, bien entendu, j'essaierai de faire le point à partir des observations et des projections disponibles. Alors, que faire? On ne conjurera pas le spectre de la croissance démographique subsaharienne en tentant de dissuader les élites de migrer vers le nord. Il faut lutter, bien sûr, contre le changement climatique, mais sans renoncer à intensifier au sud du Sahara les actions pour l'éducation des femmes et leur santé reproductive, afin de répondre aux demandes qui sont de plus en plus attestées dans les enquêtes menées dans cette région du monde. Elles veulent reculer l'âge au mariage, qui est extrêmement précoce, et disposer effectivement des moyens d'espacer les naissances. Troisième tension, l'asymétrie entre droit d'émigrer et droit d'immigrer. La Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée en 1948 au Palais de Chaillot, reconnaît le droit à émigrer dans son article 13.2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Mais aucun texte n'énonce le droit symétrique d'immigrer dans le pays de son choix. Le juriste belge Yves Carlier, se référant au film de Théo Angelopoulos, a parlé du pas suspendu de la cigogne. J'ai le droit de lever le pied au-dessus de la frontière, mais pas celui de le reposer de l'autre côté. Une asymétrie dénoncée par les partisans d'un droit universel à la mobilité. Alors reprenons la question en revenant sur la genèse du droit d'émigrer. On doit l'une de ses premières formulations à une grande figure, le juriste hollandais Hugo de Groot, alias Grotius. À la demande de la VOC, la Compagnie hollandaise des Indes orientales, Grotius publie en 1609 un mémoire, Mare Liberum, qui fera longtemps référence, qui est encore édité jusqu'au XIXe siècle. Contre les prétentions portugaises et anglaises, il justifie le droit de tout pays à commercer librement sur les mers du globe. La mer est un grand marché, dit-il, ce qui exclut d'asservir les riverains. Et là, il cite le droit des gens déjà élaboré par Francisco de Vitoria à Salamanque dans les années 1530. Mais en 1625, la situation de Grotius a changé. Exilé à Paris sous Louis XIII, il devient sensible à la dimension individuelle du droit à la migration. Et dans son traité du droit de la guerre et de la paix, qui est un ouvrage monumental, magnifique, que les PUF ont récemment réédité, il réactive les principes des anciens. Nul n'est contraint de demeurer membre d'un État malgré lui, et mieux encore, chacun est libre de choisir l'État dont il veut être membre. Sauf que ce double droit, précise Grotius, n'est pas absolu. On ne saurait se soustraire au devoir de défendre la patrie assiégée ou à l'obligation de régler ses dettes. Restrictions toujours valables et qui ont été considérablement étendues en 1966 par le pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New York. Les États peuvent restreindre par la loi le droit de quitter son pays si c'est nécessaire pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique ou les droits et libertés d'autrui, ce qui ouvre évidemment la voie à toutes les dérives. Jean-Jacques Rousseau donne raison à Grotius à la fin du livre 3 du Contrat social. Il le cite expressément. Oui, chacun a le droit de quitter son pays pour reprendre sa liberté naturelle. Mais, ajoute Rousseau, il ne faut pas qu'il s'agisse d'une désertion. Et deuxième restriction, si l'émigration est une option, elle ne doit pas retirer aux citoyens le droit de remettre en cause les lois fondamentales du pays, pas même le pacte social, le contrat social lui-même. On peut clarifier cette position en la reformulant dans les termes de la fameuse triade d'Albert Hirschman, exit, voice ou loyalty. Face à un État défaillant ou illégitime, j'ai trois solutions. Partir, protester ou me soumettre. Mais si le droit de partir
doit se payer de l'interdiction de rester sur place pour contester le régime, alors il n'y a plus ni voice ni loyalty. La solution de l'exit se réduit à la contrainte de l'exil. Or, un droit qui vous est octroyé sans liberté de choix est évidemment vidé de son sens. Adam Smith, à son tour, replace la liberté de migrer dans un jeu d'options, mais sensiblement différent. Les indigents, écrit-il dans La richesse des nations, ont 4 solutions pour échapper à la pauvreté. S'évader de leur paroisse où ils sont assignés, rester sur place pour toucher l'aide sociale, entrer dans la délinquance pour s'en sortir, ou mourir, sans que Smith précise si cette dernière option consiste à attendre la mort ou à se la donner. En bref, l'émigration, l'assistance, le crime ou la mort. Dans ce sinistre éventail des échappatoires possibles, la migration reste l'issue la moins désespérée, la seule solution rationnelle qui permette d'améliorer son sort et d'accroître par ricochet la prospérité générale, la seule qui mérite d'être érigée en droit. John Locke avait déjà suivi cette voie un siècle plus tôt, mais en dérivant le droit à quitter son pays du droit de tout sujet à l'autodétermination, comme le font aujourd'hui les philosophes libertariens qui, même s'ils sont parfois extrêmement conservateurs, sont opposés pour cette raison à tout contrôle des migrations. Le raisonnement d'Adam Smith a le mérite de suggérer que les entraves à la mobilité perpétuent la pauvreté, alors que le droit de migrer en toute liberté permet de sortir de situations désespérées, d'améliorer sa condition. Et le jeu d'options qu'il déploie prend un relief particulier à la lumière des tragédies qui ponctuent de nos jours les tentatives de tant d'exilés. Quand l'horizon est bouché, que l'assistance est impuissante, le droit d'émigrer et d'immigrer devient une question de vie ou de mort. Il ne s'agit pas, comme le répètent ceux qui veulent fustiger le mirage de la migration, d'une quête de l'Eldorado. Non, c'est un projet rationnel, sensé, mu par la volonté de s'en sortir, salir adelante, comme on dit en espagnol, afin d'obtenir ces biens dont nous avons tous un besoin vital, une perspective d'avenir, un minimum de considération. Mais si forte soit-elle, la réflexion d'Adam Smith fait l'impasse sur l'alternative politique évoquée par Rousseau, à savoir le droit de contester sur place un régime défaillant sans être contraint à l'exil. Ce que Rousseau nous rappelle, en définitive, c'est que l'émigration n'est souvent qu'un pis-aller dans le combat contre la tyrannie ou contre l'incurie des régimes qui maltraitent leurs citoyens, une façon de voter avec ses pieds. Un exemple saisissant en est fourni par l'émigration massive des diplômés vénézuéliens, dont voici le bilan qui a été publié le mois dernier par les autorités argentines. Vous voyez l'extraordinaire hémorragie des cerveaux dont l'Argentine est en train de bénéficier en ce moment de la part du Venezuela. Elle a décidé d'ailleurs d'ouvrir largement ses portes et de ne pas leur imposer de lourdes procédures d'asile. Alors comment qualifier cette hémorragie ? Migration économique ou migration de refuge ? Les catégories officielles s'évanouissent. On pourrait parler à bon droit d'une migration mixte de refuge économique, si l'expression n'avait le défaut d'effacer la dimension politique de cette migration. Quand l'exode des diplômés devient à ce point massif, il vaut dénonciation du régime en place. Et dans le même temps, cet exemple suggère aussi que les élites mondiales jouissent déjà, de facto, du droit à la mobilité, comme l'a souvent signalé Catherine Wittol de Wenden. Vous avez plus de chances d'obtenir un visa, toutes choses égales par ailleurs, si vous êtes riche, européen, chrétien ou doté du bon phénotype. Il nous faudra explorer sans a priori les scénarios contrefactuels que nombre d'économistes du développement ont échafaudés sur les bienfaits d'une libre circulation de tous les facteurs, les hommes comme les marchandises. Que gagnerait-on à remplacer l'aide au développement, au rendement si douteux, par la délivrance de visas facilitant le va-et-vient nord-sud ? Pourquoi ne pas organiser dans ce domaine des expérimentations sujettes à évaluation ? Les accords bilatéraux qui ouvrent les frontières à des degrés variables et souvent très arbitraires offrent-ils déjà des expériences naturelles qui pourraient être propices pour la recherche et qu'on pourrait explorer ? La littérature économique se développe sur ces questions, exploitée ensuite par des chercheurs en sciences politiques ou en éthique. Et j'essaierai d'examiner ces travaux et d'inviter leurs auteurs à en débattre. Mais nous savons bien qu'il n'existe aucun consensus sur l'ouverture des frontières. Les uns redoutent les réactions identitaires incontrôlables que provoquerait en Occident le déferlement de la misère du monde, dont nous avons vu le caractère improbable, et les autres espèrent que la levée des frontières libérera la croissance des pays d'origine,
tout en profitant au pays de destination. Mais si le pire n'est pas sûr, le meilleur l'est-il davantage? Les prophètes de malheur ne détiennent pas les clés de l'avenir, les prophètes de bonheur non plus. Les coordinateurs du recueil de l'UNESCO sur le scénario sans frontières, qui est un livre de référence, nous mettent en garde. Il est illusoire de prétendre que nous savons ce qui se passerait si les frontières venaient à s'ouvrir. Trop de facteurs jouent un rôle. Abolir les frontières, encore faut-il préciser de quelles frontières il s'agit. À supposer qu'on abatte les murs et qu'on lève les contrôles, bien des frontières internes se dressent encore pour limiter l'accès au séjour durable, au travail, à de nombreux métiers, au logement, au vote, à la citoyenneté. Et chacun comprend la nécessité d'un contrôle des frontières pour des raisons de sécurité, à condition que les mesures soient proportionnées au risque, exécutées sous contrôle judiciaire, régulièrement évaluées. Le problème, à mon sens, le problème n'est pas tant la régulation des flux que le caractère arbitraire et discriminatoire des décisions en matière d'octroi de visa. Alors vient un moment où le choix d'une option pour ou contre l'ouverture relève d'une position philosophique et morale. Faut-il suivre Kant ou Bentham? On connaît le dilemme classique entre l'impératif kantien d'un respect inconditionnel de la dignité de la personne humaine et le calcul benthamien qui cherche à maximiser le bien-être du maximum de personnes, avec le risque de sacrifier les plus faibles. D'un côté, une morale indifférente aux conséquences, rivée sur son devoir, et de l'autre, le calcul d'une utilité commune dont les résultats peuvent varier en fonction de la conjoncture économique et géopolitique. À l'examen, je constate qu'aucune de ces deux éthiques ne plaide clairement pour ou contre l'ouverture des frontières. L'approche kantienne se heurte à la nécessité de recueillir réciproquement l'accord des sociétés hôtes, tandis que l'approche benthamienne acceptera un certain degré d'ouverture pour autant que le bilan co-avantage soit positif. Mieux vaut desserrer ce dualisme en essayant de déplacer au mieux les curseurs benthamiens tout en se fixant des cliquets kantiens. Ne nous laissons pas piéger par de faux dilemmes. Certains voudraient nous faire croire qu'on fait de la politique quand on ferme les frontières et de la morale quand on les ouvre. Les esprits forts d'un côté, les belles âmes de l'autre. Non, les deux options sont à la fois politiques et morales. On se souvient de la guerre du Kippour, donc tension entre migration utile ou migration de plein droit. On se souvient de la guerre du Kippour, du premier choc pétrolier, octobre 1973. Le prix du baril ayant quadruplé en quelques mois, les autorités allemandes puis françaises décidèrent de stopper net l'immigration de travail afin de freiner la récession économique et la montée du chômage. L'immigration s'est poursuivie sous d'autres motifs. Alors ça, c'est le cas de l'Espagne, où on voit qu'en 73-74, au lieu d'émigrer, ils sont obligés de rentrer chez eux et l'immigration s'interrompt. L'immigration en France, notamment, s'est poursuivie sous d'autres motifs, regroupement familial, migration de mariage, étudiants internationaux, accueil humanitaire, sans compter les séjours illégaux en attente de régularisation. Mais avec cette conséquence majeure que les flux migratoires se sont déconnectés de la conjoncture économique. Dans les années 60, on renvoyait les migrants sans ménagement en période de récession pour les réembaucher à la reprise. Mais depuis 1974 déjà, c'en est fini de ce couplage dans les vieux pays d'immigration que sont la France, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, etc. Et nombre de politiques semblent ignorer cette déconnexion. Ils caressent encore le rêve de flux migratoires strictement ajustés aux besoins de l'économie. Vous trouvez ça dans plusieurs des programmes qui ont été défendus lors des primaires ou de l'élection présidentielle. Or, les seuls pays qui ont illustré récemment ce modèle d'un couplage entre les cycles migratoires et les cycles économiques sont les nouveaux pays d'immigration, dont les pays du Golfe, mais aussi les pays du sud de l'Europe, Espagne en tête. Ces derniers ont employé massivement dans les années 2000 une main-d'œuvre peu qualifiée pour les travaux publics, le bâtiment, l'agriculture, le tourisme, les soins aux personnes âgées, jusqu'à ce que la crise de subprime se fasse éclater tour à tour la bulle migratoire, ou plutôt la bulle immobilière et la bulle migratoire. Dans les pays d'immigration ancienne, en revanche, le découplage des flux avec l'économie est d'autant plus net depuis la seconde moitié des années 70 qu'il coïncide avec une découverte bouleversante. L'immigré n'est plus seulement un travailleur, c'est un sujet de droit. Il forme avec son conjoint et ses enfants une étrange entité qu'on appelle la famille.
Des acteurs jusque-là discrets entrent en scène les plus hautes instances judiciaires, la justice administrative, les institutions européennes, mais aussi des associations de soutien juridique aux migrants. Et ensemble, elles dégagent, à partir de la fin des années 70, les conséquences des principes de droit logés dans les conventions internationales. Droit à une vie familiale normale, droit d'épouser un étranger ou une étrangère qui vient vous rejoindre, droit pour l'enfant de vivre avec ses parents sans avoir à payer, en matière de scolarité notamment, les conséquences de leur situation irrégulière, droit au refuge en cas de persécution, à quoi s'ajoute la possibilité très ouverte de s'inscrire dans une université étrangère. En France, c'est l'arrêt Gisti du 8 décembre 1978 qui marque ce tournant familial du droit des migrations, le relais étant pris en 1991 par l'interprétation nouvelle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Aux États-Unis, c'est la décision Plyler versus Doe, prise le 15 juin 1982 par la Cour suprême. Le politologue américain James Holyfield a théorisé cette mutation du traitement des flux migratoires aux États-Unis comme en France. La logique des droits l'emporte dorénavant sur la logique du marché. Précisons, la logique de l'unité de vie familiale l'emporte sur la logique du travailleur individuel, ce qui, fait digne d'être noté, va dans le sens d'un traitement plus égalitaire des genres et des générations. Reste à comprendre pourquoi ces évolutions ne s'observent pas au même degré à travers l'Europe. La France offre l'exemple d'un pays où la régulation des flux migratoires échappe largement aux entreprises, comme elle échappe aux politiques. La grande majorité des 220 000 migrants non européens qui obtiennent chaque année un permis de séjour ne sont pas là pour rajeunir la pyramide des âges ou combler les pénuries de main-d'œuvre. Ils entrent chez nous parce qu'ils en ont le droit. La migration directe de travail reste résiduelle, moins de 10% des titres de séjour, et c'est de façon indirecte que les nouveaux entrants se présentent sur le marché du travail. Sachant qu'on ne peut mener de vie normale sans travailler, le droit au travail devient une conséquence du droit à la vie familiale et non plus l'inverse. Dans ces conditions, de quel registre la régulation des migrations dépend-elle? D'une politique économique? Très peu. D'une politique démographique? Elle n'existe guère. Elle est, pour l'essentiel, le produit d'une politique juridique menée par un ensemble d'acteurs publics et associatifs qui résistent tant bien que mal aux assauts d'une quatrième forme de politique, la plus redoutable, qui est la politique d'opinion, dont il faut toujours rappeler qu'elle n'est pas synonyme de démocratie, parce qu'elle saute l'étape cruciale de la délibération, laquelle doit être dûment informée. L'approche des migrations est tirée à hue et à dia par d'autres antagonismes que je laisserai de côté ici. Ils communiquent avec les précédents sans les recouper totalement. Tension entre le volontarisme politique et la découverte que les éléments démographiques du passé exercent toujours leur emprise. Tension entre l'idée du migrant victime subissant les effets de la globalisation et du migrant stratège qui mettrait au défi les États souverains, tension entre le contrôle des flux prioritaire pour l'État et la politique d'intégration plutôt marginale, entre le modèle d'intégration et le modèle d'assimilation, etc. Comment résoudre toutes ces contradictions? En poussant à fond un seul curseur? En se repliant prudemment sur le juste milieu? En pratiquant le double discours d'une politique ferme mais humaine, à moins que ce ne soit l'inverse? La recherche scientifique, telle que je la conçois, est trop attentive à la complexité des choses pour s'adonner à ces facilités, trop tiraillée par le doute, non pas le doute qui paralyse, mais le doute qui aiguillonne. Entre l'immobilisme frileux et l'ivresse volontariste, il existe un espace pour agir en connaissance de cause. Nous ne sommes condamnés ni à l'angélisme ni au cynisme. Nous devons manier plusieurs curseurs à la fois, tout en posant, comme je l'ai déjà dit, certains cliquets, comme le respect des droits fondamentaux. Alors pour finir, je vais faire un retour sur la crise européenne de 2015-2016 en passant d'un bilan subjectif à un bilan objectif. Nous avons tous en mémoire les rebondissements de la crise européenne des migrations, l'appel de la chancelière d'Allemagne, la frilosité de ses homologues européens, la refermeture des frontières, les attentats, etc. S'agissant de la France, on dispose aujourd'hui, sur la gestion de la crise des migrants au sommet de l'État, de témoignages de collaborateurs directs ou d'observateurs attentifs. Ils décrivent sans phare la paralysie, la dérobade, le désir d'évacuer le problème sans trop savoir comment,
la tétanisation devant la montée du populisme, le refus de faire l'effort d'opposer la pédagogie à la démagogie, et finalement l'usage d'une boussole unique, l'acceptabilité des mesures par le public, en d'autres termes une politique d'opinion. Et Rousseau, encore lui, nous a laissé à ce sujet un aphorisme cinglant: la domination même est servile quand elle tient à l'opinion, car tu dépends des préjugés de ceux que tu gouvernes par les préjugés. J'entends l'objection, récit subjectif, biaisé, partisan, alors objectivons les faits. Quelle protection l'Europe a-t-elle effectivement accordée aux exilés qui frappèrent à sa porte à partir de l'été 2015 ? Eurostat, l'Office européen des statistiques, compile les demandes d'asile traitées par chaque pays ainsi que les décisions d'accorder ou non une protection légale. Additionnons les verdicts de première et de seconde instance et ajoutons au statut de réfugié la protection subsidiaire de type humanitaire. Si l'on considère dans une première étape les chiffres absolus de 2016, l'Allemagne vient largement en tête, j'étais obligé de couper la fin de la barre, avec 755 000 dossiers, dont 445 000 se soldent par une décision positive. La France est loin derrière, au deuxième rang par le nombre de dossiers, au quatrième par celui des décisions positives. Peut-on la compter pour autant parmi les pays d'Europe les plus généreux en matière d'asile ? Alors le problème, et vous l'avez déjà compris, c'est qu'il est absurde de comparer des chiffres absolus entre pays de tailles différentes. Il faut raisonner en proportion, à population égale, et si l'on retient un indicateur per capita, soit le nombre de décisions positives en faveur des demandeurs d'asile pour 1 million d'habitants, l'ordre du tableau est inversé. Alors c'est illisible, et je vais donc remonter la moitié inférieure du graphique et la loger à droite. La Suède passe devant l'Allemagne, avec 7000 décisions positives de protection pour 1 million d'habitants. L'Autriche remonte, tandis que la France rétrograde au 16e rang. 13 en dessous de la moyenne, 530 contre 1400. Or, qui peut soutenir qu'à population égale, elle aurait moins de capacité d'accueil que la Belgique, l'Irlande, le Danemark, les Pays-Bas, qui ont accordé pour leur part 2 fois plus de protection. Sur cette affaire, l'Europe ne s'est pas divisée, l'Europe s'est déchirée. Les deux extrêmes, la Pologne et la Suède, sont dans un rapport de 1 à 700, alors que ces deux pays sont séparés seulement d'un bras de mer. De tels écarts sont rarissimes en sciences sociales. On entrevoit la diversité des facteurs qui dispersent les comportements. Le haut du tableau concentre des pays riches, Suède, Allemagne, Autriche, Norvège, Suisse, dont on peut penser qu'ils ont plus que d'autres les moyens de leur hospitalité. Mais si l'on pondère notre indicateur par le PIB, je ne l'ai pas fait ici, je peux vous dire en tout cas que les reclassements observés ne suffisent pas à bouleverser les positions. La France, dont le PIB dépasse légèrement la moyenne européenne, reste au 16e rang. 2 îles-États, Chypre et Malte, se haussent dans les premiers rangs du tableau. Situés en première ligne sur la trajectoire des migrants, il leur est difficile d'échapper au règlement de Dublin II, qui assigne le traitement de la demande d'asile au premier pays de la zone Schengen où le demandeur a été enregistré. Le Royaume-Uni, à l'opposé, accentue son retrait. Il tire parti de sa position périphérique, au plus loin du théâtre des opérations, ce qui rend d'autant plus remarquable l'hospitalité active des pays scandinaves, qui aussi sont quand même assez loin de ce théâtre. Et je crois que c'est un sujet de méditation pour les géographes qui sont actuellement attentifs à la justice spatiale. Je pense par exemple au livre de Bernard Bray. Car en matière de migration, les règlements de l'Union européenne ne compensent pas l'inégale exposition des différents États aux flux migratoires du Sud et de l'Est qu'on aurait pu l'attendre. Ils creusent les inégalités spatiales existantes. Comment expliquer la position de l'Europe du Sud ? Les demandeurs d'asile ne reçoivent guère de protection, sauf en Italie et en Grèce sous la pression de l'effet Dublin. Moins attractifs sur le plan économique, le Portugal, l'Espagne, la Grèce ont en commun d'avoir été longtemps des pays d'émigration, source d'exil et non terre d'asile. Et lorsque, dans les années 2000, ils ont brusquement basculé de l'émigration à l'immigration, au point de régulariser les sans-papiers par centaines de milliers, ils n'avaient pas besoin de s'équiper pour traiter la demande d'asile. Les régularisations suffisaient à l'absorber. Restent les pays d'Europe centrale, hermétiquement fermés à toute demande d'asile, sous l'effet de 3 facteurs au moins: l'isolement persistant sous l'ère communiste, qui n'a pas habitué la population à côtoyer des migrants du Sud pour reconstruire l'économie,
propriété signalée ici par les pastilles rouges, l'absence de passé colonial, susceptible d'entretenir des chaînes migratoires, et l'entretien obstiné d'un récit national qui brandit le catholicisme ou l'orthodoxie comme étendard contre l'islam. L'exemple de la protection accordée aux demandeurs d'asile par les pays européens montre assez le pouvoir de révélation d'un bilan chiffré. Difficile après cela d'être encore dupe des discours de propagande sur la générosité de tel ou tel pays en matière d'asile. Et du côté de la migration ordinaire, la statistique des titres de séjour par motif révèle un système de pratiques et de préférences pas très bien connu, qui varie selon les pays, sans être toujours le fruit d'une politique délibérée. La comparaison franco-allemande atteste une quasi-inversion des priorités. L'Allemagne mobilisant sa force de frappe caritative pour accueillir les exilés dans l'urgence, alors que la France, dans son légalisme républicain, prend au sérieux le tournant familial des droits pour accueillir en continu la migration ordinaire. À ce tableau totalement éclaté, il manque un élément central, les préférences des exilés eux-mêmes. C'est l'argument des autorités françaises. Qui pouvons-nous s'ils ont choisi un autre pays ? Sans exagérer l'accès des exilés aux technologies de communication qui méritent des analyses précises, comme là je songe aux travaux pionniers d'Anna Diminescu à Paris Tech, on observe que beaucoup sont informés sur l'état d'esprit des pays d'accueil. Faut-il s'étonner qu'un exilé préfère le pays qui affiche sa volonté de l'accueillir ? Abdelmalek Sayad hier, Stéphane Beau aujourd'hui, bien d'autres chercheurs encore l'ont montré, les immigrés et leurs descendants ne sont pas seulement capables de restituer leur expérience, ils en offrent souvent des analyses lucides et pénétrantes, particulièrement quand le chercheur les amène à croiser les points de vue entre les générations, entre les genres, entre les communautés. Et de fait, l'une des tâches de l'Institut des migrations associé à Macher sera de retracer l'expérience des immigrés et de leurs descendants avec son lot d'arrachements et d'émancipation, d'épreuves et de réussites, de frustration et de revanche, de rupture et de solidarité. Au lieu d'opposer l'objectivation statistique au témoignage des acteurs, je dirais qu'elle fournit un socle de connaissances ou une toile de fond qui leur donne encore plus de sens. Nous voici donc armés pour commenter l'actualité en connaissance de cause. Tous les 2 ans en moyenne, depuis 1993, la France fait une loi sur l'immigration. Il y a 2 jours, le ministre de l'Intérieur est venu défendre son projet devant une commission de l'Assemblée nationale, maniant des chiffres absolus, jamais des proportions. Il s'est alarmé du sort de certaines régions en train de se déconstruire parce qu'elles sont submergées par les flux de demandeurs d'asile. Au regard du contexte européen, illustré par le graphique que je vous ai montré, ce propos sonne étrangement. Quel est le problème en vérité ? C'est celui de la justice spatiale face à la demande d'asile. Comment les Allemands s'y sont-ils pris pour enregistrer en proportion 5 fois plus de demandeurs que nous et en accepter 10 fois plus ? Ils ont appliqué la clé de répartition des subventions de l'État fédéral au territoire qui prend en compte la population et la richesse. Tâchons donc de tenir à nos concitoyens un discours de raison plutôt qu'un discours de peur. Seule une lecture hâtive de Michel Foucault pourrait nous faire croire que la statistique ne serait rien d'autre qu'un instrument de domination de l'État ou un outil de benchmarking au service de la mondialisation. Le péril n'est pas la gouvernance par le nombre, mais la diversion par les chiffres. Utilisons la science du nombre pour établir les faits, tracer les causalités et mesurer l'écart de la réalité à l'idéal, idéal d'égalité, de cohésion sociale, de non-discrimination, idéal républicain. Compter n'est plus un secret d'État ou un monopole divin, comme dans l'histoire de David châtié par Yahvé pour avoir osé recenser son peuple. Nous avons le droit de quitter les ruelles de notre quartier, de monter au beffroi pour prendre une vue d'ensemble de la cité, cartographier le monde et nous situer, quitte à remplacer l'image désuète du beffroi par celle du GPS. En bonne démographie et en bonne démocratie, ce n'est pas pour dominer que l'État doit compter, c'est pour rendre des comptes. Il doit être comptable au double sens du terme, comptable de ses actes sous le regard des citoyens et capable de compter selon les règles de l'art, ce à quoi le scientifique veille, d'où l'importance, par exemple, de savoir raisonner à population égale et non en chiffres bruts. Cela vaut pour toute institution. Quand le programme Missing Migrants recense les milliers de morts sur les routes de l'exil
Il met l'Union européenne en face de ses responsabilités. Il nous met tous en face de nos responsabilités. L'immigration est l'œuvre des migrants ou des exilés, mais c'est aussi la nôtre. On emmena un jour Maurice Ravel au concert, alors qu'il était très atteint par la maladie. « Elle est belle, cette musique », s'écria-t-il, « de qui est-ce » On dut lui répondre « C'est vous qui l'avez composée ». Et cette histoire serre le cœur, que le génie soit diminué au point de ne plus reconnaître ses œuvres. Il semble que nous souffrions de la même maladie vis-à-vis de l'immigration. C'est nous qui l'avons composée et nous l'avons oubliée. Elle est largement le sous-produit des incursions des nations européennes dans les pays du Sud, du Levant et de l'Orient. Elle est aussi une façon, pour les hommes et les femmes qui migrent, de réagir ou de répondre au système mondial des inégalités dont nous ne pouvons pas nous exonérer. Et c'est le contre-coup, enfin, des exigences de notre contribution à la formation des droits universels, car nous avons fini par comprendre qu'une vie de famille nourrie par le travail vaut mieux qu'une vie de labeur sacrifiant la vie familiale, et que cela valait aussi pour les immigrés. Nous devrions reconnaître là notre œuvre au lieu d'y voir une contrainte extérieure. Comment imaginer que des principes universels proclamés à la face du monde puissent tourner à notre seul avantage? Quel sens y aurait-il à prôner une universalité fermée? La France ne peut protéger sa vision de l'universel sans expérimenter en retour une diversification sensible de son paysage social. Saura-t-elle intégrer à son récit national les multiples interactions qui, en France comme ailleurs, mettent les migrations au cœur des sociétés et le feront toujours davantage? Je vous remercie de votre attention.